Fortuna, Caracas, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026. Des frappes éclatent, suivies d'un assaut éclair. Le complexe sécurisé est pris pour cible. Des tirs, de la confusion, des hommes qui courent dans l'obscurité. Cette nuit-là, le président Nicolás Maduro est capturé et transféré vers les États-Unis avec Cilia Flores, sa femme et pilier de son pouvoir. L'opération porte le nom d'Absolute Resolve. Les premiers bilans évoquent des dizaines de morts dans les affrontements. Pendant des années, Washington a présenté Maduro comme un homme à capturer. Et en 2025, sa tête valait officiellement 50 millions de dollars. Comment un homme décrit comme impossible à déloger a-t-il pu être retiré de son pays en une seule nuit? Et surtout, comment ce même homme a-t-il pu, pendant plus d'une décennie, tenir un pays au bord de la rupture? Rappelons que Nicolás Maduro n'est pas né dans un palais. Il a commencé sa carrière dans un bus. Et pour comprendre son empreinte sur le Venezuela, il faut revenir à ce détail qui explique presque tout ce qui suivra. Nicolás Maduro naît en 1962 à Caracas. Il grandit dans un environnement populaire, politisé, où les discussions idéologiques font partie du quotidien. Très jeune, il s'intéresse aux idées de gauche qu'il défend avec une ferveur parfois excessive. Il ne suit pas un parcours académique classique. Il entre tôt dans le monde du travail, plus précisément celui des transports. Maduro devient chauffeur de bus, puis conducteur dans le réseau lié au métro de Caracas. Un métier rude, répétitif, mais stratégique. Les transports, ce sont les artères d'une ville. Les contrôler, c'est sentir la colère, la fatigue, les frustrations avant tout le monde. Très vite, il s'implique dans le syndicalisme. Il organise, fédère, structure. Il apprend à mobiliser sans forcément convaincre par le verbe. Il n'est pas très charismatique. Il est cependant méthodique. C'est dans cet environnement qu'il acquiert une compétence essentielle, savoir tenir un collectif sous pression. Au même moment, un autre homme apparaît à la télévision, celui-ci hautement plus charismatique. Un militaire, une voix grave, un discours radical, Hugo Chávez. Depuis ses dépôts de bus, Maduro observe cette figure qui capte la colère populaire et la transforme en projet politique et il décide de s'en approcher. Ce choix va le faire entrer dans une spirale dont on ne sort jamais indemne. En février 1992, un événement brutal change la trajectoire du pays. Un groupe de militaires mené par Hugo Chávez, alors lieutenant-colonel, tente de renverser le gouvernement du président Carlos Andrés Pérez. L'objectif est direct, prendre le contrôle du pays. L'opération échoue. Chávez est arrêté et emprisonné. Mais l'impact politique est immense. Il devient une figure nationale, un symbole de défi contre l'establishment. En novembre 1992, une seconde insurrection est menée par des alliés de Chávez alors qu'il est déjà en prison. Elle échoue aussi, mais elle renforce encore la légende entourant ce militaire dissident. Derrière les barreaux, Chávez ne disparaît pas. Au contraire, il inspire une génération d'activistes, de syndicalistes et d'avocats, dont Cilia Flores, jeune avocate brillante qui s'engage pour obtenir la libération des militaires impliqués en 1992. Elle se fait un nom dans ces cercles, au contact de ceux qui pensent qu'un changement radical est possible. Parmi eux, il y a Nicolás Maduro. Ce responsable syndical des transports de Caracas n'a ni grade militaire ni aura universitaire, mais il sait organiser. Il s'engage pour la libération de celui que beaucoup appellent déjà El Comandante, participe aux campagnes réclamant l'amnistie des putschistes de 1992. C'est dans ce milieu militant que Flores et Maduro se rencontrent. Leur relation devient comme une alliance idéologique. Lui syndicaliste, elle avocate, puis devient un partenariat personnel et politique. En 1994, Chávez est libéré grâce à une amnistie politique. C'est un tournant. Il sort de prison accueilli en héros dans les quartiers populaires. Autour de lui, un mouvement structuré émerge, en rupture avec les partis traditionnels, centré sur la redistribution, la souveraineté nationale et la critique des élites. Maduro, Flores et d'autres militants s'agrègent à l'outil politique de Chávez. Le mouvement pour une 5e République, conçu pour transformer l'élan révolutionnaire en force électorale.
Le message trouve un écho massif dans un pays usé par le déclin économique et la corruption. Le résultat est sans appel. Chávez remporte l'élection de 1998 avec une large majorité, devenant président du Venezuela. Pour Maduro, tout change. Il devient un fidèle intégré à un mouvement désormais au sommet de l'État. Le passage à l'intérieur du cercle est acté. À partir de là, son ascension ne fera que s'accélérer. Pendant la présidence de Chávez, Maduro devient un rouage de plus en plus visible du chavisme. Membre de l'Assemblée constituante de 1999 qui rédige la nouvelle constitution, puis député, puis président de l'Assemblée nationale au milieu des années 2000. Ensuite, Chávez le propulse au poste le plus stratégique pour un homme de l'appareil. Ministre des Affaires étrangères à partir de 2006, pendant plusieurs années, où il incarne à l'international la ligne chaviste et ses alliances. Et quand la santé de Chávez se dégrade, la promotion finale tombe. En octobre 2012, Maduro est nommé vice-président. De facto, il est l'homme chargé de tenir l'État pendant que le président s'efface. À la fin de cette même année, Chávez apparaît affaibli à la télévision. Il annonce que sa maladie est revenue et prononce une phrase qui scelle l'avenir du pays. Si quelque chose lui arrive, les Vénézuéliens doivent choisir Nicolás Maduro. Il décède d'un cancer le 5 mars 2013. Son successeur apparaît à la télévision pour annoncer sa disparition et évoque immédiatement l'idée d'un complot étranger. Le récit est posé dès la première seconde. Maduro devient président par intérim. Une élection est organisée dans l'urgence en avril 2013, à peine 6 semaines après la disparition de Chávez. La campagne est courte, émotionnelle, saturée de symboles. Maduro se présente comme un prolongement. Il répète que Chávez a tracé la route, qu'il ne fait que tenir le volant. Il va jusqu'à raconter qu'un petit oiseau serait venu lui transmettre l'esprit de Chávez, récit moqué à l'étranger. Le résultat est extrêmement serré. Maduro l'emporte avec 50,62% des voix face à Enrique Capriles. L'écart est minime, de l'ordre de 200 000 voix. Dès son investiture, le Venezuela se fracture. D'un côté, ceux qui voient en Maduro l'héritier légitime du projet chaviste, de l'autre, ceux qui le considèrent comme un président sans l'aura ni la légitimité de son mentor. Là où Chávez gouvernait par le charisme et le lien direct avec les foules, Maduro, lui, gouverne par l'appareil. Il parle longtemps à la télévision, tente de reprendre les codes de son prédécesseur, mais il n'a pas son magnétisme. Et pendant que le pays débat de sa légitimité, l'économie commence à se fissurer. Maduro comprend alors une chose. S'il ne peut régner par l'adhésion massive, il devra régner par la maîtrise du système. Le chavisme entre alors dans une phase moins flamboyante, plus rigide. Cette bascule va définir l'empreinte Maduro. Entre 2013 et 2015, le prix du pétrole chute brutalement. Or, le Venezuela dépend entièrement de cette ressource pour financer l'État. Les réserves fondent, les importations ralentissent, les pénuries s'installent. Au début, le gouvernement minimise. Puis les files s'allongent, les étagères se vident. Farine, lait, médicaments, des produits de base deviennent difficiles à trouver. Des manifestations éclatent dans plusieurs grandes villes. Étudiants, classe moyenne, opposants, mais aussi des citoyens sans étiquette, simplement épuisés. La réponse de l'État est dure et rapide. Forces de sécurité déployées, arrestations massives. Le message est clair. Alors en 2015, les Vénézuéliens tentent une autre voie, celle des urnes. L'opposition remporte largement l'Assemblée nationale. Pour la première fois depuis des années, le chavisme perd un organe clé du pouvoir. Mais cette victoire parlementaire ne débouche pas sur un changement réel. À chaque initiative de l'Assemblée, les décisions sont bloquées, annulées ou vidées de leurs effets. Le bras de fer devient permanent. Le pays fonctionne avec deux légitimités concurrentes, incapables de coexister. Pendant ce temps, le quotidien se dégrade encore. L'inflation s'emballe, la monnaie perd de sa valeur, les salaires deviennent symboliques. Dans les hôpitaux, le manque de médicaments devient critique. Dans les foyers, les repas se raréfient. Une étude effrayante tente à démontrer qu'entre 2017 et 2018, les Vénézuéliens ont perdu 8 kilos en moyenne.
Face à cela, l'exode populaire devient massif. Des familles traversent les frontières à pied. Le Venezuela se vide lentement de sa population active. Maduro observe son pays qui se délite et ne recule pas. Sa présidence change alors de nature. Ce n'est plus un pouvoir qui promet, c'est un pouvoir qui résiste. Et pour résister, il transforme la survie en système. Si le pouvoir ne peut plus être aimé, il doit devenir inévitable. Le premier pilier, ce sont les institutions. En 2017, Maduro convoque une assemblée constituante, composée exclusivement de ses partisans. Elle s'arroge des pouvoirs supérieurs à ceux du Parlement élu. Officiellement, il s'agit de refonder l'État. En pratique, c'est une reprise en main totale du jeu institutionnel. Le message est limpide. Les urnes ne suffisent plus à changer le pouvoir. Le deuxième pilier, ce sont les forces de sécurité. Maduro renforce sa dépendance à l'appareil sécuritaire. Armée, forces spéciales, renseignements reçoivent promotion, postes stratégiques, un accès aux ressources. Tout passe par la loyauté. La fidélité est récompensée, la dissidence marginalisée. Le troisième pilier, c'est le récit. Maduro se présente comme un homme assiégé. Chaque crise économique devient une guerre économique. Chaque contestation intérieure, une tentative de déstabilisation. Céder serait trahir, négocier serait capituler. À l'extérieur, l'isolement s'accentue. Mais Maduro consolide des alliances alternatives. Tant qu'il peut apparaître sur une photo officielle, tant qu'il est reçu comme chef d'État quelque part, il conserve une forme de légitimité. Et avec le temps, une autre vérité s'impose. Plus Maduro reste en place, plus son départ devient risqué pour ses alliés et pour lui-même. Un pouvoir construit sur la survie n'imagine pas une sortie normale. C'est ici que l'histoire bascule dans une autre dimension. C'est là que commence la traque. La rupture ne vient pas de Caracas, elle vient de Washington. Le 16 mars 2020, les États-Unis franchissent une ligne rarement atteinte. Le département de la justice annonce publiquement des poursuites contre Nicolás Maduro et affiche plusieurs membres de son entourage. Les accusations sont lourdes et le département d'État affiche une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation ou à une condamnation. À partir de ce moment, Maduro n'est plus seulement un dirigeant contesté, il devient officiellement une cible. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'existence de la prime, c'est sa publicité. Le président en exercice d'un État souverain est présenté comme un homme à localiser. En 2025, soit 5 ans plus tard, la récompense est portée jusqu'à 50 millions de dollars. Un signal clair. L'affaire n'a pas été abandonnée, elle a été intensifiée. Maduro gouverne avec une certitude. Ses jours comme dirigeant sont comptés. La présidence devient une forteresse. Les déplacements se raréfient, le cercle se resserre. Puis arrive janvier 2026. Dans la nuit du 2 au 3 janvier, l'opération baptisée Absolute Resolve est lancée. Les détails restent partiellement flous à l'heure actuelle, mais l'essentiel est confirmé. Des forces américaines interviennent sur le sol vénézuélien, ciblent un site sécurisé et repartent avec Maduro et Cilia Flores. L'homme qui dénonçait depuis des années l'ingérence étrangère est extrait de son propre pays en quelques heures. Quelques jours plus tard, Maduro comparaît devant un tribunal fédéral à New York. Il plaide non coupable. Sa défense repose sur un argument central, l'immunité d'un chef d'État. Mais à ce stade, l'homme n'est qu'un symbole. Le droit international n'existe que pour ceux qui y croient. Impérialisme américain ou justice pour avoir sauvé un dirigeant clairement corrompu, chacun aura son avis. Et je vous invite à partager le vôtre en commentaire. La seule chose importante à souhaiter est l'autodétermination du peuple vénézuélien. Nicolás Maduro n'a jamais été un homme de rupture. Il a été un homme de continuité. Il a commencé au plus près du réel, dans la chaleur d'un dépôt de bus, dans les tensions du quotidien. Un chauffeur de bus devenu syndicaliste, un syndicaliste devenu fidèle, un fidèle devenu héritier, un héritier devenu président. Son empreinte sur le Venezuela est grande, un pays où la politique est devenue un combat permanent, des institutions remodelées pour empêcher toute alternance réelle.
Une société épuisée, divisée, où la survie a peu à peu remplacé l'espoir. Maduro n'a pas gouverné par l'adhésion massive, il a gouverné par la résistance, par le verrouillage, par la peur du vide. Il a tenu parce qu'il n'existait plus de sortie simple, ni pour lui, ni pour ceux qui l'entouraient. La nuit du 2 au 3 janvier 2026 n'est que le point final d'un parcours où chaque crise rendait inévitable la suivante. Nicolás Maduro a serré le volant sans jamais freiner, convaincu qu'un arrêt serait pire que la chute. Et lorsque la route s'est enfin interrompue, ce n'est pas seulement un homme qui a été extrait. C'est un système entier qui s'est retrouvé face à ce qu'il avait toujours repoussé, l'après.